Perspectives scientifiques, la psychanalyse et les sciences, une série proposée par Christine Goémé. Daniel Sibony, c'est le mathématicien que je tiens à rencontrer aujourd'hui. Le mathématicien qui connaît parfaitement les travaux mathématiques de Lacan, le mathématicien qui a fréquenté Lacan. Et j'aurais aimé que vous nous disiez au fond pourquoi, à un moment donné, dans son parcours théorique, dans les années 70, Lacan commence-t-il à se préoccuper, à se tracasser des mathématiques? Je crois d'abord que c'était antérieur aux années 70, puisque je dois être en 67, et peut-être avant, il faisait allusion dans son séminaire à par exemple, des séries de nombres, les nombres de Fibonacci, le nombre d'or, des choses comme ça. Et je crois que le séminaire sur l'identification portait déjà sur des objets topologiques comme le plan projectif. Donc, je ne saurais pas dire depuis quand il s'y intéressait. Je pense que ça l'a toujours fasciné. Et je pense que ça l'a toujours fasciné parce que il avait le fantasme de pouvoir saisir une forme mathématique, une formule, un mathème, il a appelé ça mathème plus tard, mais l'idée le travaillait depuis très longtemps. Il avait le fantasme d'une transmission en quelque sorte complète. Et il avait aussi le fantasme que dans les mathématiques, la transmission est complète. Si c'est enfermé dans une formule mathématique, alors ça passe. En quelque sorte, c'est comme si, étonnamment, voilà un analyste qui aurait été comme agacé foncièrement par le malentendu de la transmission, que par ailleurs il connaissait bien, puisque il travaillait avec le malentendu comme tout le monde, analyste ou pas. Donc voilà un analyste parfaitement averti des malentendus et de leurs aspects féconds, comportant en lui-même une espèce d'agacement devant des transmissions qui produisent des choses imprévues et qui donc a été vraiment fasciné, et c'est le mot, au-delà de ce que sans doute il aurait voulu, fasciné par l'objet mathématique et par le fait mathématique. Et il se peut que ça ait donné des effets plutôt négatifs. Il est sûr que le recours à l'objet mathématique a permis à Lacan de soutenir son discours qui à certains moments avançait un peu dans le vide. Pouvoir brandir la bande de Möbius, des objets topologiques dont curieusement il n'a pas toujours tiré tous les profits toutes possibles. Les conséquences, oui. Parce que la bande de Möbius, si vous voulez, c'est en fait un principe d'identification à l'autre. C'est une identification croisée. C'est comme si vous avanciez vers le miroir, que vous tendiez la main à votre image dans le miroir et que votre image vous prenne la main. Et bien, ça donnerait une identification en Möbius, si vous voulez. Et l'intérêt, c'est de montrer comment notre imaginaire fonctionne comme ça, de façon non orientable. Donc, il n'a pas toujours tiré les conséquences. Je vous signale d'ailleurs au passage que je l'ai connu, à l'époque où je l'ai connu, je faisais un séminaire qui s'appelait Topologie et interprétation des rêves, où il venait régulièrement. Mais je sentais bien qu'il était moins intéressé par le travail mathématique lui-même que par l'usage de certains objets frappants ou de certaines formules elles aussi frappantes. Et c'est là que j'en viens à l'effet probablement négatif sur son auditoire. C'est que pour l'essentiel, son auditoire ne connaissait rien aux mathématiques. Et donc le recours à l'objet mathématique a été comme un redoublement de l'effet de mystère qui provient de l'inconscient par l'effet de mystère que rayonne la mathématique. Donc ça avait des effets de fascination. Voilà, mais redoublés. C'est-à-dire la fascination de l'homme supposé savoir qu'est le psychanalyste se redoublait de la fascination pour le magicien qu'est supposé être
le mathématicien. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas aussi chez Lacan ce désir de pouvoir, au fond, réécrire des énoncés, tout simplement? C'est-à-dire? Eh bien, de dire les choses en formules mathématisables. Et c'est ce que je vous disais à l'instant. Je vous disais que sa fascination, c'était de pouvoir inclure les débordements, les surprises de l'inconscient dans une forme, en quelque sorte, à laquelle d'autres ne pourraient pas toucher. Vous voyez, qui serait intouchable. Et c'était touchant, vers la fin, de le voir toucher le nœud borroméen. Vous savez, il a fini là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Il palpait cet objet, qui est un objet élémentaire de la théorie des nœuds, et il le palpait. J'en ai pas mal parlé dans un livre sur psychanalyse et écriture que j'avais publié il y a 20 ans. Il le palpait comme non plus un objet scientifique parce que les objets mathématiques, on les palpe pas beaucoup, hein, on calcule dessus, on les imagine, on les plonge par la pensée dans d'autres espaces, etc. Mais lui, il le palpait non plus comme un objet donc scientifique, mais comme presque l'emblème d'une nouvelle alliance. Moi, je l'imaginais, et il disait qu'il rêvait d'un nouveau signifiant, donc d'un nouveau symbole. Il disait que ce nœud borroméen lui allait comme une bague au doigt. Vous savez, penser aux formes Freud donnant la bague à son petit groupe de disciples secrets, etc. Donc vraiment, sa fascination pour l'objet mathématique, il l'a finalement transmise à sa mouvance, en quelque sorte. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à pratiquer l'objet mathématique un peu à sa façon à lui, c'est-à-dire que ça n'éclaire pas forcément leur pratique d'analyste. Ah oui, justement. Mais ça leur sert en quelque sorte d'emblème, de signe de reconnaissance, de métaphore, parce qu'en réalité, si on veut y regarder de près, et c'était là-dessus que nous avions une espèce de différend, c'est que lui pensait pouvoir, en quelque sorte, trouver l'objet mathématique qui formulerait, qui contiendrait en lui les effets de l'inconscient. Et je lui disais que c'était l'inverse qui était intéressant, à savoir voir Évidemment, oui. le double mouvement, puisque l'objet mathématique fait partie de nos formations conscientes et inconscientes. Puisqu'un mathématicien, il travaille avec son conscient et son inconscient. Donc voir plutôt le travail de l'inconscient tel qu'il s'opère dans une recherche mathématique, et inversement, voir les dimensions mathématiques telles qu'elles apparaissent dans une recherche sur l'inconscient. Autrement dit, faire parler justement cette espèce d'entre-deux, entre mathématiques et inconscient. Daniel Sibony, qu'est-ce que Lacan savait comme mathématiques? Est-ce qu'il savait des mathématiques? Alors, vous savez, Lacan a bien fait travailler, il n'avait pas tort, et c'était amusant, la fonction de supposer savoir. C'est-à-dire que et il l'a fait travailler devant son auditoire. Pour vous donner un exemple, son fameux séminaire sur les noms du Père, qui a été suspendu, c'était en 56, c'était à Sainte-Anne, je crois, c'est là qu'il s'est fait vider. Et il a été repris, ce séminaire, plus tard, beaucoup plus tard, sous le titre « Les noms du Père ». Vous vous souvenez? Tout à fait. Donc, le premier séminaire, les noms du Père, commençait par... Alors, vous savez que l'idée des noms du Père, c'est des signifiants qui servent en quelque sorte de support essentiel à l'être parlant dans son dégagement de l'univers maternel pour accéder à une symbolisation. C'est du moins le cliché. Et il a écrit à ce premier séminaire des mots hébreux. Et c'était Abraham, Isaac et Jacob, les 3 patriarches de la Bible. Et quand j'avais vu ça, lors d'une visite, parce qu'on était assez amis, et même on était très amis, il m'invitait souvent à dîner, on travaillait comme ça, mais ça s'est étiolé par la suite parce qu'il n'était pas dans la réciprocité. C'est-à-dire, il vous écoutait, quand vous lui dites « alors qu'est-ce que vous en pensez ?»,
il disait rien. C'est comme s'il vous prenait en analyse. Ce qui, à la longue, Et finissait gênant. par... Voilà. Donc, je l'avais vu ce jour-là, je lui disais, mais écoutez, c'est formidable, j'ai lu votre séminaire, il y avait ces mots hébreux. Et je commence à lui parler hébreu, et il me dit, mais cher Daniel, je ne sais pas l'hébreu. Je lui dis, ah bon, mais j'ai cru que... Et donc, c'est évident qu'il n'avait aucune connaissance de la manipulation abstraite, si vous voulez, de ces objets mathématiques. A fortiori, pas la manipulation abstraite des processus mathématiques. Mais il en avait une manipulation justement manuelle, vous voyez, visuelle, et il tripotait cette bande de Möbius, je veux dire, des heures et des heures, la découper, la recoller, enrouler sur le tore, etc. Et donc, il n'aurait pas su donner une définition correcte du tore, vous voyez, par exemple. Mais il a travaillé sur les tores, il y a découpé des bandes et des contrebandes de toutes sortes. Donc, vous voyez, c'était d'ailleurs très émouvant. Il avait ce désir, vous voyez, de saisir manuellement, visuellement ces objets-là. Et d'une certaine façon, ça a aussi, après tout, contribué à les faire connaître. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, très concrètement, est-ce que Lacan pouvait penser que ça avait des effets précis dans la cure? Et lesquels? Qu'est-ce qui aurait des effets? Les bien, objets mathématiques en question? Oui, et puis cette connaissance et finalement son lien avec une théorie analytique, quoi. Mais je vais vous dire, oui et non. Enfin, c'est une question un peu comme ça. Est-ce que ça servait à quelque chose, quoi? Mais justement, voilà. Ça c'était la question qui hantait les pauvres analystes ignorants des mathématiques qui étaient son auditoire. Qui voulaient bien le suivre là-dessus par amour, par transfert, mais qui se demandaient à quoi ça leur servait et qui finalement, tenez-vous bien, ont fini certains par suivre, par étudier la façon dont ils procédaient sans savoir à quoi ça servait. Si vous prenez le cas de Souris qui s'est suicidé, oui, Pierre Souris, comme vous le savez, il a travaillé sur les nœuds et j'ai lu son manuscrit, il comportait en introduction « J'ai fait des nœuds parce que Lacan faisait des nœuds ». Ce qui est intéressant, ça veut dire par pur amour, par transfert. Et puis, ça a pu les mener à une certaine impasse. Par ailleurs, Lacan lui-même, utilisant ces objets, et en devenait un petit peu prisonnier. Je vais vous donner un exemple. Oui. Il dit, par exemple, vous connaissez la fameuse séparation, le besoin, la demande, le désir. Oui. Ce qui dans la vie et a fortiori dans la cure n'est pas aussi stratifié que ça. Certes. Vous pouvez demander à désirer, avoir besoin de demander, demander à ne pas avoir besoin, etc. Je veux dire, c'est très complexe, très intriqué. Mais admettons qu'on puisse séparer ces trois niveaux. Il s'est mis à avoir l'idée que la demande, ça se représentait par une espèce de solénoïde, une espèce de fil qui entoure un tore. Vous voyez ? Tout à fait. Qui entoure un tore, c'est une chambre à air, soit dit pour ceux qui l'ignorent. Et donc, il s'est mis à dire que la demande, ça se représentait comme ça. Ce qui lui faisait dire cela, c'était que pour lui, la demande, c'est du ressassement. C'est-à-dire la demande du patient. Et alors, quand est-ce que vous allez me donner les clés? Quand est-ce que vous allez, puisque vous connaissez la réponse, quand est-ce que vous allez me la dire, etc. Tout ce fantasme qui se travaille, qui s'interprète. Et si vous regardez de près, cette idée de la demande comme ressassement qui tourne en rond autour du tore et qui laisserait apparaître le trou central du désir, finalement, c'est très insuffisant pour la pratique, même la pratique non analytique, parce que vous pouvez avoir des gens dont le symptôme, c'est justement l'incapacité de demander. Vous savez, des gens qui, s'ils pouvaient demander, se sortiraient de leurs symptômes. Il y a des gens qui vous disent, en termes tout bêtes, moi je demande rien à personne. Vous voyez ? Et qui sont pourtant dans une demande, mais qui n'est pas ressassée, qui n'est même pas perceptible. Qui est d'emblée d'ailleurs une sorte de désir d'amour.
qui n'est pas forcément fermé sur un tort Eh ou oui. sur un ressassement. C'est pour vous dire que ces objets pouvaient être éclairants, pouvaient être utiles. Imaginez quand même le parcours de cet homme qui avait à fournir du discours à son séminaire Oui. 2 fois par mois pendant des années. Oui, évidemment. Eh bien, c'était quand même quelque chose s'il pouvait venir s'aérer lui-même en parlant du tort, plutôt que d'affronter directement le mystère de la demande et surtout de ce qui se passe de curatif ou pas dans une analyse, et de faire une espèce de bilan périodique de sur quoi bute cette expérience. Et faute de l'avoir fait, finalement, il a créé un courant d'idées qui a été positif, mais qui comporte des aspects sectaires énormes. Certes. Et si vous voulez, le grand apport de Lacan, c'est pas les objets topologiques qu'il a manipulés, c'est d'avoir apporté Freud en France. Ce qui est sûr, c'est que sincèrement, il attendait de l'objet mathématique et de là vient sa fascination. Oui, tout à fait. Vous savez, quand on est fasciné par quelqu'un ou par quelque chose, c'est qu'on a la certitude que le mystère de la vie gît dans cette chose. Là est la vérité. Et la vérité ou la vie. Vous savez que les latins appelaient fascinus ce que les grecs appelaient phallus, c'est-à-dire là où ça bande, là où c'est la vie, l'érection des forces de vie. Autrement dit, il jouait pas la fascination, il était réellement fasciné. Simplement, et là c'est peut-être une leçon pour des jeunes, et comment dire, l'objet mathématique est cruel parce que il accroît la fascination quand on ne connaît pas le processus par lequel il se fabrique et qu'il se traverse. Vous comprenez ? C'est-à-dire que finalement un objet mathématique n'est qu'une ponctuation dans le processus mathématique de création par lequel on crée des formes, on s'intègre dans des courants mathématiques qui sont à l'œuvre dans la nature. Vous voyez, la nature, je ne sais pas, moi, les phénomènes célestes, ça met en jeu des effets mathématiques d'une complexité effroyable et passionnante qui dépasse de loin tous ces gadgets. Y a-t-il aujourd'hui une quelconque validité quand on est analyste à se préoccuper des mathématiques ou non? Et puis, une deuxième qui est beaucoup plus personnelle. Au fond, vous êtes docteur en mathématiques, vous êtes un mathématicien au départ. Et donc, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, c'est quelque chose qui interfère et qui passe à l'intérieur de votre pensée, même votre pensée analytique et de votre pratique? Et comment? Alors, votre première question, est-ce qu'il y a une validité à ce qu'un analyste s'intéresse aux mathématiques? Ma réponse est oui. J'ajouterais, il y a une validité à ce qu'un analyste s'intéresse à ce qui l'intéresse. Absolument. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les objets et les phénomènes mathématiques, mais tout comme ceux de la physique, et notamment quantique, il y a largement de quoi secouer les puces à un analyste ou un philosophe ou un penseur qui s'encroute, qui s'enquiste dans son... Donc vraiment, l'étrangeté, l'effet d'étrangeté n'est pas purement pittoresque et n'est pas purement touristique. Il frappe au niveau du réel, là où, dans le réel, se passent des choses qui sont de l'ordre de ce qui se passe en nous et qui nous dépassent. Donc ça, c'est bien. D'accord. C'est une chose. Qu'il s'y intéresse dans la veine de Lacan, ça c'est encore autre chose. Ce n'est pas évident. Bon, parce que ça fait un petit peu étroit. Maintenant, pour ma part, je peux vous témoigner que, je suis de plusieurs cultures, je suis de langue arabe, de langue hébreu, avant même de savoir parler le français. Donc, la Bible a été une de mes nourritures de base. Les mathématiques et la recherche mathématique a été une autre nourriture de base. Et je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas intégré non seulement ces contenus, mais cette manière d'être, cette façon d'être avec un monde, un réel qui est fait
de rêves, de lettres, de combinaisons, de constructions, de déstructuration qui se restructure, etc. C'est infiniment dynamique, mouvant, inspirant, stimulant, etc. Et en même temps, astreignant à une certaine rigueur. De sorte que c'est comme si on me disait, Ça mais apprend comment à travailler, ça aussi. ça apprend à apprendre, ça Mhm. apprend à vivre, ça apprend à s'imposer des limites, à travailler des limites, à les franchir, à construire d'autres limites, etc. Oui, puis ça apprend Autrement la dit, logique même, et quoi, autrement, effectivement. oui, mais la logique telle qu'elle apparaît comme logique formelle, elle est déjà trop assagie, elle est déjà très présentable. Mhm. Le travail mathématique et de la recherche mathématique, c'est dégoûtant, c'est sale, c'est des choses qui ne sont pas fondées, souvent qui sont complètement incohérentes et auxquelles on essaye de donner une cohérence. De sorte que, et ce n'est pas la logique déjà faite qui m'a apporté le plus, c'est le travail de faire la logique de quelque chose qui est en Oui, cours. quelque chose qui est en train de se faire, quoi. Voilà, Mhm. et c'est donc saisir les logiques intrinsèques à un discours. Et ce que je peux vous dire, c'est que grâce à ce mode d'être mathématique et mathématicien, je peux beaucoup plus rapidement dégager la logique en cours, donc que ce soit un discours ou une théorie ou un texte philosophique, etc. Et c'est évidemment, ça m'aide, ça m'a toujours aidé, parce que ça donne de la liberté. La liberté, ce n'est pas de ne pas être lié à quelque chose. La liberté, c'est le fait d'y être lié intensément et de pouvoir quand même passer à un autre lien. Donc de pouvoir resituer ce lien où vous êtes. Auriez-vous, en tout cas Daniel Sibony, constaté des effets d'inconscient dans les mathématiques? Alors justement, dans cette recherche, je donne un très grand nombre d'exemples de domaines où j'ai travaillé en mathématiques et d'autres, dans lesquels se trouvent à l'œuvre et se trouvent renouvelés des effets d'inconscient. Par exemple, déjà quand Lacan m'avait posé des questions sur Cantor, les Aleph, etc., je lui avais répondu par un texte qui s'appelait L'infini et la castration, qui est sorti dans mon premier livre, qui s'appelle Le nom et le corps. Le nom et le corps, c'est un très beau livre. Voilà, un livre un peu difficile. Et je montrais dans ce texte comment toute la dynamique des Aleph, des transfinis de Cantor, pouvait servir à exprimer la dynamique de la castration pour le sujet. Si on entend par castration, non pas seulement le fait de couper, mais de poser une limite que le sujet doit franchir à la force du symbolique, donc à la force d'une nomination, d'un nom de plus. Dans d'autres situations, et je me rappelle, Lacan avait reçu ce truc, il l'avait d'ailleurs publié dans sa revue, et bon, ça l'avait à la fois impressionné et un petit peu pris de court, parce qu'il ne cherchait pas dans ce domaine. Plus tard, on a pu montrer, assez récemment, que les fameuses discussions sur déterminisme et indéterminisme, par exemple, c'est-à-dire sur le fait que déterminisme, ça veut dire qu'on est déterminé par ce qui nous précède. Indéterminisme, ça veut dire qu'on est devant des situations où à peu près tout est possible, où c'est aléatoire. Que ce type même de dichotomie et de discussion, qui sont présents chez les philosophes, mais aussi chez des analystes d'ailleurs, là, le travail mathématique est en train en quelque sorte de les déplacer, de les réfuter. Puisqu'on a montré, on a exhibé des modèles déterministes qu'on peut récupérer par des modèles complètement stochastiques, aléatoires. Autrement dit, on aurait un modèle aléatoire d'un modèle déterministe et qui donne les mêmes résultats. Autrement dit, la dichotomie entre déterministe et indéterministe se révèle très limitée et très contingente, voire inexacte dans beaucoup de situations. Je trouve ça très utile, et pour la pensée et pour le travail thérapeutique, parce que dans le travail thérapeutique, ça veut dire qu'un individu n'est pas déterminé complètement par son enfance, par ses origines, etc. Il a des déterminés, même si c'est un modèle déterministe, il a en lui des modèles aléatoires indéterminés qui fonctionnent en même temps. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est passionnant.